Bonjour à tous, Marc Julier, coach professionnel en entreprise et coach de vie. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour un épisode de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir David Lefrançois. David Lefrançois, coach stratégique, conférencier, auteur, neuroscientifique et formateur de coach en France et au Québec. Voilà, je suis ravi qu'il nous partage sa vision du coaching professionnel et je vous dis à tout de suite. Bonjour David, d'être là sur Coach Salut Station. Marc. Je suis vraiment très content que tu sois présent alors je te disais en off pour plein de raisons, parce que tu proposes en ce moment des formations qui sont riches et il y a beaucoup de matière et on sent que ça vient toucher quand même pas mal de systèmes chez nous. Au niveau des croyances, au niveau de notre identité, aussi de nos habitudes. Enfin, tout ça c'est lié, mais on voit bien que petit à petit, quand on commence à mettre de la lumière sur tout ça, et je te disais là qu'on laisse un peu infuser, on voit que le travail se fait, mais c'est pas toujours facile. Donc déjà, merci pour tout ce que tu proposes, hein, Merci beaucoup. pour la Merci à chaîne toi. YouTube qui est aussi très riche, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément eu encore l'occasion de découvrir tes formations. Rien que la chaîne, je trouve que c'est déjà Il y a pas mal de matière. Ouais, ouais. Donc merci aussi pour ça. Avec Il y plaisir. a, pour ceux qui te connaissent pas en tant que formateur, tu as un centre aussi à Levallois, mais aussi donc à Paris. Euh, alors j'ai Et à pu Québec, prendre à Montréal. avec Martin et Tulipe aussi au Québec. C'est l'Institut des neurosciences appliquées et on forme des coachs Ok. professionnels. Ouais. Avec cette couleur sur la neuroscience. Ouais, Sachant que toi, ta spécificité, on va dire, c'est la neuroscience sur la partie motivation. motivationnel. Ouais, exactement. Ok. Bon, tu nous en diras un petit peu plus D'accord? dans notre échange. Tu vis principalement en Israël C'est ça. et tu voyages un petit peu partout dans le monde, hein, Je voyage beaucoup. Ouais, en Scandinavie. Tu disais aussi que tu avais l'occasion de travailler en Russie. ouais, Tu fais des recherches aussi avec des Ukrainiens. exactement. Donc voilà. Israël, tu le dis souvent, c'est un pays où il y a Alors énormément. Israël, j'ai en fait Israël, moi j'ai une société ici. Ouais, Et en fait, c'est une société où j'accompagne des doctorants aussi ici. Parce qu'en fait, Israël repose sur un modèle qui est un modèle américain en termes de fonctionnement universitaire, où certaines universités, pas toutes, certaines universités, en tout cas les plus importantes ici, sont aussi financées par des fonds privés. ouais. Et ces fonds privés peuvent parfois être mécènes d'un docteur. Et, euh, et voilà, et en fait, moi, j'ai pour vocation de les accompagner pour qu'ils fournissent les choses en temps et en heure. Voilà, je vais faire du coaching de doctorant. C'est une autre de tes casquettes. Tu disais que tu finançais aussi des recherches. Ouais, ça, c'est une autre partie. Ça, c'est une société que j'ai aux États-Unis avec des amis qui n'avaient pas pour ce but-là au départ. Au départ, on était juste des potes qui se rassemblaient et on avait un pot commun pour financer ou des formations ou des applications de recherche. Et puis un jour, j'ai un ami qui était canadien et qui est devenu américain depuis qu'il s'est marié avec une américaine. Et cet ami, un jour, nous a dit, je viens de vendre ma société, j'ai 2 ans devant moi tranquille, et j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire pour ne plus mettre de l'argent dans l'entreprise et qu'elle soit rentable et qu'on ait encore plus de sources d'intelligence. On l'a laissé faire pendant 6 mois et au bout de 6 mois, il est venu qu'un projet incroyable où, en fait, à travers sa société, il travaille avec pas mal de fondations. Donc, il y a eu la création d'une fondation privée. Et en fait, cette fondation vend les travaux, entre guillemets, donc, aux entreprises qui veulent défiscaliser une partie, parce que bon, après,
La défiscalisation aux États-Unis est particulière au niveau des fondations, mais en fait, en clair, la société investit 5 ans dans la fondation. Ça lui permet de défiscaliser 100. Ok, donc c'est intéressant pour elle. Et en fait, ils récupèrent, donc ils fournissent de l'argent à cette fondation qui investit auprès d'étudiants de très grandes écoles. Ce sont tous des doctorants. Et dans 80% des cas, c'est plutôt dans de la neuroscience. Et, euh, et du coup, en fait, les mécènes qui font ça ont un droit aussi sur les recherches qui sont faites. Donc voilà, et ça permet aux entreprises de défiscaliser, ça permet à nous d'offrir une bourse à des élèves qui n'en ont pas l'argent, et puis surtout d'avoir un matériel renouvelé en permanence. Et ça, c'est intéressant. Certaines de ces recherches, je peux les intégrer parfois dans mon école de coaching, parfois pas, ça va dépendre. On est 7 investisseurs et on est 7 investisseurs. Parmi les 7 investisseurs, on est allez, 3 à être dans l'univers de l'accompagnement seulement. Les autres sont plutôt dans de l'économie pure, quoi, du marketing, choses comme ça. Et du coup, alors, par rapport au coaching, je sais que toi, initialement, t'es issu du milieu sportif, tu as fait de la compétition. Tu vois, Ah, tu connais pareil bien. mon dossier. Ah, mec, il bosse. C'est bien. Et je sais que t'es toujours fan d'arts martiaux, mais initialement, tu faisais aussi de la compétition. Je crois que c'était dans le judo, c'est ça? C'était dans le karaté. Karaté. C'était dans le karaté. Mais j'ai accompagné l'équipe de France de judo. Ah, c'est Euh, ça. J'ai fait le lien avec le judo. Ok. Et donc petit à petit, le coaching, en fait, c'est arrivé par ce biais-là, c'est ça? En fait, le coaching, il est arrivé par le fait que bah, moi, j'étais en équipe de France junior. J'allais intégrer l'équipe nationale senior quand un Belge a débarqué chez nous pour faire de la préparation mentale. C'était la première fois qu'il y avait ce genre d'expérience au sein de l'équipe de France. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce qu'il faisait. Et à l'époque, moi, j'avais démarré une école de commerce pour des raisons plutôt familiales. Et je faisais aussi psychologie pour des raisons très personnelles. Et là, j'ai vu ce monsieur qui m'offrait un espèce de carrefour entre deux passions que j'adorais, c'était le sport et la psychologie. Je lui ai dit, je voudrais faire ce que tu fais. Et en fait, il m'a ouvert des bourses et ça m'a permis de me faire financer mes études. Et voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, j'ai rencontré l'accompagnement mental Oui. dans l'univers sportif. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ce qui m'a particulièrement plu, c'est que ce que j'avais appris avec lui ne me servait pas simplement que dans un cadre de compétition sportive. Je me suis rendu compte que on pouvait l'utiliser dans plein de domaines de notre vie. Et j'ai trouvé ça incroyablement efficace, en fait. C'est holistique, quoi. C'était ça. Ouais, oui, moi, j'aime bien les choses très pratiques. Tu vois, parfois, il y a des personnes qui me disent oui, mais dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait que je faisais du neurobullshit. J'ai dit, mais en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai toujours eu pour passion de simplifier ce qu'on pouvait apporter. J'ai pas une clientèle de scientifiques. Quand je travaille ici avec des doctorants, on peut se faire plaisir, on peut parler, on peut rentrer dans la particule à la limite. Ouais. Et à la limite, je vais te dire un truc, franchement, c'est pas ce qui me passionne le plus. Moi, c'était plutôt l'une des parties qui m'a le plus rebooté dans mes études, en fait, en vrai. Par contre, de réfléchir à comment je rends ça intelligible, ça a été toujours le fondement de ma vie. C'est-à-dire comment je peux rendre ça accessible au commun des mortels. Ce qui, pour moi, est le summum de l'intelligence, en fait, en vrai. Alors que la plupart des personnes qui se disent, entre guillemets, scientifiques, attention, parce que quand tu grattes, tu peux aussi te poser des vraies questions. C'est-à-dire que les mecs, ils font des reproches, mais ils ont le niveau vraiment pas à la hauteur. Mais c'est-à-dire qu'il y en a qui aiment quand ça reste, tu vois, dans une espèce de cercle fermé, où on se comprend qu'entre nous. Et ça me dégoûte, en fait. Cette attitude qui est parfois très universitaire, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Un peu hauteur de La vue. science et la connaissance, elle est faite pour être partagée. Et celui qui ne le rend pas accessible, c'est un demeuré. Voilà.
Ouais, il y a des gens qui ont besoin d'être sur des positions hautes comme ça. Oui, parce que ça les rassure, ils ont le sentiment d'être, ils ont un certain sentiment que plus on est éloigné des personnes, plus on est dans quelque chose qui est inaccessible et plus on a de la valeur. Mais en fait, en vrai, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est plus tu rends les choses intelligibles, accessibles et accessibles à tous, et plus c'est intelligent. Parce que toutes nos connaissances, si c'est pour ne nous enrichir que nous-mêmes, ça intéresse qui? Et, les 10 pelus qui vont être capables de lire l'étude, et encore. Toi, c'est ce que tu disais, que finalement, c'est un peu ce qui t'avait éloigné de la recherche pure. C'est que tu avais le sentiment que c'était finalement, ça restait dans un cercle assez fermé. Et que finalement, Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors c'était intéressant. C'était intéressant, mais le hasard a fait qu'il a fallu que je, je sois dans une situation dans laquelle j'ai dû devenir un pédagogue alors que je ne l'étais pas et que ça me faisait plutôt peur. Et je me suis rendu compte que finalement, en important et en structurant l'information pour les autres, on me faisait plus de bienfaits qu'en passant toute une vie derrière un microscope ou un IRM à expliquer ce qui va se passer dans, allez, grosso modo, 5 centimètres cubes du cerveau et que ça n'intéressera que 17 personnes dans le monde, quoi. Alors que finalement, ce qui ressort de cette étude-là, quand on arrive à l'expliquer aux gens et que on leur permet de comprendre certaines interactions et pourquoi ça s'active, il peut y avoir des vraies prises de conscience et il peut y avoir des changements qui sont opérables. Et ça, moi, c'est ça qui m'attire, de parler à des confrères. Alors, et c'est intéressant parce que quand même, faut aussi le dire que dès que tu tombes sur des personnes qui sont des personnes du monde scientifique et qui sont profondément d'un haut niveau, ils simplifient tout. Ils s'assurent toujours que les personnes comprennent. Et moi, je me rappelle, un de mes professeurs me disait toujours, un enfant de 12 ans doit comprendre ce que tu es en train de dire. Il me disait d'ailleurs, le seul truc où tu vas devoir faire très compliqué, c'est le jour où tu prépareras ton mémoire et sa soutenance. Mais tout le reste, il ouais, faut faire son inverse dans la vie. le but de simplifier au maximum pour que ça soit justement que les personnes s'approprient le plus facilement possible. Et oui, parce que sinon, à quoi ça sert? La vérité, toute cette connaissance qu'on a, parce que ça avance, ça pousse très fort, surtout dans l'univers du cerveau, tu vois. Il y a des découvertes qui sont passionnantes. J'en ai encore vu deux la semaine dernière, parce que j'étais ici à l'Université de Jérusalem. Des équipes m'ont présenté leurs recherches. C'était juste incroyable. Et là, tu te dis, bon, ok, maintenant, c'est important. Qu'est-ce que vous allez faire pour le faire savoir au monde? Parce que ces découvertes-là n'ont d'intérêt que si tout le monde en profite. Et justement, enfin, je fais la parenthèse, je sais que tu travaillais sur un projet, une application qui proposait justement d'avoir une relaxation. C'était quoi? Comment ça s'appelait? Mindless? MindLab, exactement. Et en fait, bah écoute, c'est toujours en projet. Il y a eu des recherches qui ont été faites aussi avec le pôle de service de recherche de Hadassah ici, notamment pendant le Corona, donc des choses intéressantes. Alors, c'est toujours en projet. Il y a juste des limitations sur les informations et Apple. Donc, on est en pourparlers. Si tant est qu'on peut parler de pourparlers avec Apple, c'est plutôt la négociation que des pourparlers. Et on verra. Et s'il le faut, voilà, aujourd'hui, justement, la semaine dernière, on se posait la question de sortir cette application que sous Android, s'il le faut, parce qu'après, on veut maquer toutes les personnes sur les données. C'est-à-dire qu'on veut rendre les données accessibles de tout le monde, mais comprenons une chose, c'est que là, on va avoir des données accessibles sur l'intelligence émotionnelle de la personne. C'est-à-dire qu'on a un produit qui permette de connaître, d'abord de mettre la personne sous cohérence cardiaque, ok, et d'en faire une activité traditionnelle. Imaginons qu'ensuite on ait Google ou n'importe quel, ou Google ou Apple, qui prennent ces données, qui pendant que tu es en train de travailler, que tu passes ton regard sur une page et qui voit quand tu es en cohérence cardiaque ou pas, on a un outil de manipulation qui devient terrible. Et le docteur Lupo, qui est l'inventeur de ce système, ne le souhaite pas.
Ce qui peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre. Ok. Et je suis d'accord avec lui à 100%. Bon. Ok. Donc c'est en cours, quoi. C'est en Euh, cours. C'est en cours. Alors j'espère que ça verra le jour. Si ça ne voit pas le jour, moi, je suis sur deux, trois startups ici avec lesquelles je collabore, notamment dans l'univers du cerveau. Il y a une startup qui a été fondée par quatre neuroscientifiques qui pourrait proposer demain le futur neurofeedback. On va voir ça. En tout cas, ça m'intéresse et je vois les choses de très très près parce que parmi deux, il y a deux personnes. Sur les quatre, il y en a deux que j'ai accompagnées pendant tout leur cursus de doctorant. c'est chouette. Ah, c'est Ouais. chouette. Ouais. Donc tu disais par rapport à Israël justement que c'était un des pays, enfin sinon le pays où il y a le plus de startups par rapport au nombre d'habitants. Ben, c'est ça. Alors, ici, là, tu as à peu près trois personnes sur cinq qui travaillent pour une startup ou pour le dérivé d'une startup. On appelle ça Startup Nation. Et c'est ce qui fait aussi la puissance de ce pays, son innovation, son économie aussi. Voilà, ça aussi, c'est très important. Et moi, j'aime bien cette dynamique-là. Ouais. C'est lié quoi d'après toi? C'est l'état d'esprit dans lequel tout ça est fait. Écoute, moi, je crois d'abord, il y a l'histoire de ce pays déjà. C'est un petit pays, tous les pays qui sont autour, limite, veulent sa mort. Et c'est un pays qui a dû toujours s'en sortir par l'innovation, tout le temps. C'est pour ça qu'ils ont créé, par exemple, le dôme de fer. Le dôme de fer, c'est un moyen d'identifier, tu sais, quand on envoie une roquette, tout de suite, c'est calculé si la roquette, elle arrive dans une zone dangereuse ou pas, s'il y a des habitants ou pas. S'il n'y a pas d'habitants, il la laisse partir. S'il y a des habitants, il explose. C'est un vecteur d'innovation très, très, très fort. Et Israël a toujours eu cet état d'esprit-là d'être très orienté vers les nouvelles technologies. Non, ça pousse très, très, très fort. Et puis quand on va du côté du nord d'Israël, il y a toute une bande de recherche derrière Haïfa qui en appelle la nouvelle Silicon Valley. Et c'est impressionnant parce que ça bouge. Et puis ça va vite. Ça va vite. Ils vont très vite, les Israéliens. C'est pas obligatoirement des développeurs dans l'âme. C'est des personnes qui vont créer, qui vont innover. Faut pas leur confier le business à développer parce qu'ils savent pas faire. Mais vraiment. Et j'ai discuté avec un des dirigeants de Microsoft ici parce ils ont un pôle de recherche très fort. Il me disait, mais nous, on ne confie à Israël que l'innovation et la recherche. Et après, dès qu'ils ont trouvé, on ramène ça chez nous et on développe. C'est comme si chaque pays avait sa particularité, tu vois. Donc, c'est une particularité d'Israël. Ils sont très, très forts en innovation. Il ne faut pas leur confier le développement parce que ça ne marche pas bien. Ils ont pas, et ils n'ont pas le sens du service. Alors, c'est quelque chose qui pourra évoluer peut-être avec le temps, mais c'est pas rare d'aller dans un restaurant, de comprendre que, bon, même dans un bel hôtel, et de comprendre que ils ont pas le sens du service. Mais en même temps, ils ont plein d'autres choses. Et il faut prendre que le bon, et après, il faut laisser aussi le temps le temps. Alors justement, par rapport au temps, toi, ça fait un certain temps que tu es coach. Alors, tu n'es pas que coach, hein, on le rappelle, tu es conférencier, tu es auteur. Il y a peut-être un petit livre qui va sortir là, ou je sais Et ouais, il y a un livre qui devrait sortir en fin d'année, d'ailleurs, qui est sur Brainology, qui est le programme que j'avais mis en place. Donc là, négociation avec l'éditeur, parce qu'en fait, on part sur trois tomes, et là, on est en train de déterminer ce qu'on va mettre dans le premier. Alors, donc moi, j'ai mes petites idées. Moi, j'aimerais vraiment je vais mettre tout branché sur la logique d'être heureux, du bonheur, de la joie, et de toute l'interaction biochimique qui se passe quand on a tout ça. Juste qu'on se mette d'accord sur les trois et une bonne moitié qui est écrite déjà. En tout cas, oui, ça a démarré cet été, donc dans un contexte un peu particulier, par la force des choses, on va dire. Bah, j'avais pas le choix, il fallait bien que je m'occupe, hein. J'étais alité presque toute la journée. Je pouvais pas trop bouger. Et quand je bougeais, j'avais des douleurs. Donc à chaque fois, j'essaie de me dire, bon, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on fait de ces moments-là, quoi, tu vois. En plus, moi, je suis un hyperactif, je bouge tout le temps. Si je trouve pas profondément quelque chose à faire, ça va être compliqué et ça me met de mauvaise humeur en plus. Donc, Je vais dire, et pour toi et pour les autres. ah, vraiment. Non, parce que je peux être aussi neurocon, quoi, tu vois aussi, hein. Je reste un humain et quand t'es énervé, t'es énervé.
Et voilà, moi j'ai besoin de faire beaucoup de sport, je bouge tout le temps à l'extérieur, j'ai besoin de bouger. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette vie, tu vois, donc je voyage pas mal. J'aime bien me faire mes allers-retours aussi à Jérusalem, j'adore ça. Et puis, je vais souvent aussi à Haïfa parce que je travaille avec deux pôles universitaires qui sont dans ces deux endroits-là. Donc j'ai besoin de bouger, donc quand tu m'immobilises, pour moi, c'est ce qui est le pire. Le pire. En tout cas, on a hâte de voir les 3 tomes. Ouais, on Euh, va déjà voir le premier après. on verra. On verra le retour, si c'est apprécié par le public. On part pour trois en tout cas. Ok. Bon, bah, donc, fin de l'année, on va dire. Ouais. Ok. Et donc, au niveau du coaching, c'est vrai que tu nous disais que là, cette personne qui t'a donné l'opportunité de découvrir ce carrefour entre la partie psychologie, pour laquelle tu as vu un petit peu le bout à un moment. Tu disais parfois que tu étais arrivé au bout de certains raisonnements dans la psychologie. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis rentré dans cette psychologie avec cette volonté d'intégrer ça dans le sport de haut niveau. Ok? Ce qui ne veut pas dire que, comme 95% des gens qui étaient là-bas, j'avais pas de problème. J'avais que des problèmes. J'ai un parcours de vie que j'avais besoin de comprendre, puis j'avais besoin de comprendre moi en tant qu'être humain. Mais mon orientation, c'était les sportifs de haut niveau. Et j'ai commencé assez rapidement après mes études, parce que j'avais des contacts aussi dans les fédérations et ailleurs. J'ai commencé à travailler avec les sportifs de haut niveau. Et c'est là où c'est pas que j'ai vu la limite de la psychologie, j'ai vu en tout cas la limite de la psychologie dans cet univers-là. C'est-à-dire que j'aurais pas eu cette prétention de dire que j'ai vu la limite de la psychologie, mais ce que j'avais appris était intéressant, c'était passionnant, mais ne me servait pas à grand-chose avec les sportifs de haut niveau, où là, j'avais des types ou des nanas qui étaient focus sur leurs objectifs, qui avaient pas de problème de motivation pour se lever tous les matins à faire 15 km de natation. Donc, quant à ça, et que tu arrives avec une batterie de compréhension psychologique qui repose sur une dimension pathologique quand même, soyons clairs, bah, je me sentais un petit peu désarmé. C'est pour ça que j'ai commencé à m'orienter vers d'autres choses, parce que j'ai compris que je pourrais pas les aider à faire grand-chose en fait. Même si le bagage pour moi, personnellement, il était juste fou. Et Ouais. donc, par rapport au coaching aujourd'hui, avec toute cette couleur que tu as dans les neurosciences, toutes tes années j'allais dire, de pratique, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu as vraiment vu le métier évoluer? Parce que c'est vrai que quand je t'ai appelé, et je te remercie encore de notre échange aujourd'hui, c'est vrai que je t'ai dit, moi j'ai le sentiment que le coaching professionnel, c'est quand même encore quelque chose. C'est un métier qui mérite de la lumière et qui mérite qu'on comprenne un petit peu tout ce que ça peut apporter dans notre société, que ça soit sur le temps. Écoute, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que plus de 82% des entreprises qui testent le coaching professionnel le gardent et le maintiennent au sein de leur entreprise comme une ressource extérieure. Et puis parfois, si elle a des moyens, elle le développe en termes de coaching interne. Donc, ça veut dire que c'est une vraie réponse à des besoins d'aujourd'hui. Maintenant, tu sais, il s'est passé quand même sur les 20 dernières années, il s'est passé quand même des choses très particulières dans le monde de l'entreprise. Moi, je me rappelle, il y a de ça juste même encore 10 ans, quand on me faisait appel à mes services, c'était souvent pour de la motivation, pour les choses. Aujourd'hui, on m'appelle pour éteindre des feux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a type un tel est en train de faire un burn-out, mais il a un poste hyper stratégique. Et en fait, il faut comprendre que les entreprises dans lesquelles nous sommes, ce sont devenues pour beaucoup d'entre elles des entreprises tueuses. On ne se rend pas compte à quel point le stress, la pression qui est mise sur les employés aujourd'hui a un impact hyper néfaste. Et le coaching peut être une réponse pour mettre un petit peu d'humanité dans tout ça, quoi. Et de l'humanité et de la performance. Parce que ceux qui ont essayé d'apporter de la philosophie, par exemple, dans le monde de l'entreprise, se sont plantés. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'il fallait apporter de la philosophie. Mais une entreprise, elle a besoin d'être performante. Donc si on n'intègre pas, si on ne lie pas cette humanité avec la logique de performance, ce qu'on peut très très bien avoir dans des équipes sportives, par exemple, ça marche pas. Parce que les personnes deviennent certes plus humaines, mais comme il y a une baisse de résultats derrière,
les entreprises remettent complètement en question le système. Par contre, si tu arrives à faire cette promesse à l'entreprise qu'elle va garder ou au moins sa progression en termes de développement, voire plus, mais qu'en plus, les interactions entre les personnes seront bien meilleures, que la qualité d'engagement sera plus élevée, que les risques psychosociaux vont s'amoindrir, et là, ça devient plus intéressant et on peut plus facilement acheter l'idée. Tu vois ce que je veux dire, Marc? Donc, c'est ça, quoi, le truc. Ouais, Ouais. parce qu'il y a beaucoup les notions de valeur aujourd'hui. Donc, est-ce que dans l'humain, on y inclut ça? Comment? Enfin, parce que j'entends dans la philosophie, hein, j'ai bien, j'ai bien Mm. entendu le message. Mais ce que je veux dire, c'est que quand toi tu poses un petit peu des choses en disant à l'entreprise, voilà, aujourd'hui on peut rendre votre entreprise plus performante. On reste sur de l'humain, c'est pas du tout incompatible. Et quand certaines personnes disent au milieu de tout ça, quelles sont les valeurs qu'on peut exprimer? Parce que moi, je suis beaucoup sur la marque employeur. Et c'est vrai que souvent, tu vois, je constate qu'il y a quand même des entreprises qui veulent communiquer sur de la valeur, sur des lieux communs au sein des employés et enfin, quelle que soit la strate. Mais en même temps, on voit que au quotidien, c'est pas forcément Mais en fait, Marc, tu résumes très très bien l'idée, qui est une idée de fond. C'est que des valeurs, c'est profondément utile et parfaitement inutile. C'est-à-dire que c'est profondément utile si tu as cette aptitude et cette capacité à avoir les comportements qui sont en lien direct avec les valeurs. Je vais te raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup touché. Ça remonte, je crois, à 15 ans. J'étais parti à Casablanca et j'étais parti pour donner une conférence pour le Centre des jeunes dirigeants qui fêtait, je sais plus, son 10e anniversaire ou quelque chose dans le temps. Et j'avais donné justement une conférence dans laquelle je parle du lien entre les valeurs et les comportements. Et à la fin de la conférence, il y a un monsieur très sympathique qui m'a dit, je vous invite à déjeuner demain. Je ne connaissais pas du tout, mais il était très gentil. Et il me sort sa carte. Et en fait, c'était Pfizer, monsieur de chez Pfizer, Casablanca. Et il me dit, faut impérativement que vous veniez, il faut que je vous montre quelque chose. Et je vais expliquer que ce que vous avez dit ce soir, nous, on l'incarne. Et franchement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui incarnent vraiment cette capacité à avoir des valeurs très élevées et des comportements qui sont en rapport. L'organisateur qui m'avait invité, il me dit, je viens avec toi, on va déjeuner avec lui. Donc, on retrouve ce monsieur chez Pfizer et il me dit, vous savez, notre système de valeurs, il a sauvé l'entreprise. Mais plus encore, c'est notre système comportemental. Et là, je dis, ouais, franchement, ça m'intéresse, il faut qu'on parle. Expliquez-moi. Et là, il me sort un livret dans lequel il a d'un côté toutes les valeurs, ok, et quand tu retournes le livret, derrière toutes les valeurs, tu as les comportements que les personnes doivent avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on était capable de dire, voilà ce qui est important pour nous, mais voilà surtout comment on l'incarne. Et il m'a dit, je vais vous donner un exemple qui est hyper intéressant, c'est la sécurité. Il me dit, nous, ici, on est dans une industrie chimique. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas faire l'impasse de la sécurité. Et il me dit, voilà, si vous regardez la sécurité, valeur sécurité, on retourne derrière. L'une des premières choses, c'est que n'importe qui dans l'entreprise qui rentre d'entreprise, même pour 2 heures, elle doit être capable d'identifier le feu et de savoir comment l'éteindre. Et il me dit, voyez, il y a de ça quelques temps, il y a une femme de ménage qui est rentrée. Ok. L'après-midi, elle a eu son petit stage sur le feu, obligatoire dans la cour. Le soir même, dans la nuit, elle était en train de faire le nettoyage dans les archives, et dans les archives, ça a pris feu. Et il me dit, là, on a fait 2 découvertes. La première découverte, c'est que si on n'avait pas formé cette femme, s'il n'avait pas éteint le feu extrêmement rapidement, dans les archives, ça aurait pris très 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 vite. Et la deuxième, c'était une erreur de sécurité qu'on avait faite, c'est qu'en dessous des archives, on avait aussi tout notre pôle de recherche sur les virus à risque. On parle d'Ebola, on parle des choses comme ça. Et que si ça avait pris feu, on aurait pu être en contact avec une catastrophe sans précédent à Casablanca. Et ça, j'ai aimé, tu vois, ça. Et c'est pour ça que moi, je fais très attention aux personnes qui affichent des valeurs. Montre-moi ce que tu fais au quotidien. Voilà, c'est facile de dire que tu es généreux. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être généreux? T'aimes la réussite, concrètement? Parle-moi de tes actes derrière là. C'est pour ça que je dis les valeurs,
c'est profondément utile et parfaitement inutile. Si tu n'as pas réfléchi à un process concret, mais même dans les équipes sportives, hein, ça m'est arrivé d'intervenir, on parlait d'équipe de France judo l'autre jour, tout à l'heure, mais mon premier travail, je leur ai parlé, est-ce que vous êtes une équipe? Alors, il m'a dit, oui, on est une équipe. J'ai dit, ok, donc est-ce que vous avez un projet commun qui est hyper identifié? Il me dit, ça veut dire quoi? Je dis, bah, vous avez X compétiteurs, c'est quoi vos pronostics? Ah bah nous, ce qu'on veut, c'est que tous y soient. Non, ça, c'est pas un projet, c'est un souhait. Donc, est-ce que vous avez écrit un projet commun? Non. Ok, est-ce que vous avez des valeurs communes que vous avez partagées? Ça veut dire quoi? Je dis, bah, est-ce que vous êtes un jour posé sur la table et dire, ouais, pour cette équipe, qu'est-ce qui est important pour nous? Non, mais on se connaît. Ok, on se connaît. Donc c'est non. Est-ce que les règles du jeu sont établies? Est-ce que les comportements... Non, non, non. Donc les gars, vous êtes un groupe d'individus qui fonctionnent ensemble, mais vous ne pouvez pas prétendre être une équipe. Voilà. En fait, tout ça, ça part d'une réflexion qui est une réflexion commune, mais ça doit partir des valeurs, parce que ces valeurs, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie et à quoi je donne priorité. C'est ça aussi l'essentiel. C'est les valeurs, pour moi, elles sont intéressantes en ce sens où elles me permettent de savoir à quoi je donne priorité dans ma vie, quoi. C'est ça qui est essentiel. Voilà. Réponse un peu longue, je suis désolé, mais je vais T'as vu, je partager l'ai ça avec laissé toi. dérouler là, mais c'était un point important parce que c'est vrai que dans le coaching, on est aussi sur il faut le rappeler, sur du concret. Là, j'ai entendu le coach là qui posait les choses par rapport à l'équipe. J'ai Ouais. bien aimé et puis je sais que une de tes expressions favorites, c'est concrètement. Donc voilà, ça c'est. Ouais, moi j'aime bien quand c'est concret. On peut se perdre dans les idées. Les idées, alors les idées, c'est sympa, ça peut nous faire voyager, ça peut nous faire, mais, mais tu sais, on s'incarne que dans l'action, quoi, en fait. Voilà. Et des proches disaient, je préfère un con qui agit que des intellectuels qui réfléchissent, hein. Et, je suis plutôt d'accord avec lui. Bon, ça c'est fait. C'est Ouais. fait. Donc par rapport au métier, toi, tu as vraiment senti aujourd'hui qu'il y avait il y avait quand même des gros changements. Là, tu nous disais que de toute façon. Il y a des changements, c'est-à-dire d'abord, il y a des changements qui sont dans l'acceptation. Tu sais, il y a ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans que je forme des coachs professionnels. Ok. 20 et même 22 ans, parce que ma fille a 22 ans et j'ai commencé à former. J'avais ma fille qui était bébé dans mes bras, tu vois. Au départ, on disait, ah ouais, c'est nouveau, c'est à la mode. Ok. Maintenant, tu peux pas dire que le coaching est à la mode. Tu peux dire que le coaching, c'est de l'innovation, mais c'est plus à la mode parce que ça a été testé, retesté. Après, le métier s'est professionnalisé, notamment les DRH ou les responsables des achats ont commencé vraiment à avoir des critères de sélection qui étaient très importants. On sait acheter du coaching aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est important. On a fait évoluer aussi nos formations. Alors, je vais parler pour moi, mais moi, par exemple, j'ai apporté peut-être 200% de matière en plus que ce que j'enseignais il y a 20 ans, en intégrant aussi une part importante de la compréhension du mode de fonctionnement du cerveau et quid de son utilisation, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, le métier, il a pris en maturité, Ouais. il a pris en professionnalisme, et puis il a pris aussi en technicité. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas pris ce virage, ils sont tous en train de manger aujourd'hui. Toi, tu dis technicité, c'est-à-dire. Technicité, c'est-à-dire que, bah, par exemple, les techniques que j'enseigne, on les a travaillées toutes sous IRM ou IRMF. Deux d'entre elles sur électroencéphalogramme, parce que ça suffisait pour avoir l'information. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très pertinemment, quand on met en place une technique, quelle zone du cerveau ça va activer quand on pose tel type de question. Voilà. Et pourquoi on va prendre cette séquence plutôt qu'une autre? Parce que c'est ça, au fond, qui nous intéresse. C'est les séquences qu'on va mettre en œuvre les uns derrière les autres. Je discutais avec une copine qui est une diététicienne, très grande diététicienne ici en Israël, et elle me disait, tu sais, David, c'est pas un problème de manger un hamburger, en fait. Le problème, c'est que si tu manges la salade, puis après tu manges la viande, et puis après tu manges le pain, c'est OK. Parce que ton pic d'indice glycémique sera complètement différent. Si tu manges tout en même temps, là, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'une fois encore, tout est une question de séquençage et d'organisation quant à la matière que l'on a. Et les neurosciences nous ont offert quand même un beau cadeau en ce sens. C'est-à-dire que il y a un tas d'outils sur le qui existaient déjà sur le marché, et techniques comme la PNL ou des choses comme ça,
il y avait des choses, ils avaient quand même pas mal d'outils, mais quand on les teste, on est capable de savoir si c'est efficient ou pas. Parce que est-ce que ça respecte la séquence dont le but est, si par exemple on a une technique sur la prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'on part d'un principe que on ne change pas si on n'en a pas conscience. D'accord? Mais la prise de conscience dans le cerveau, c'est un phénomène qui repose sur des séquences particulières. Si tu poses des questions et que tu arrives à apporter ce séquençage dans la tête de ton client, il aura une prise de conscience. Sinon, il aura une réflexion. OK? Les deux donneront pas le même résultat. Voilà. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des outils à disposition. Moi, j'ai aussi une chance d'avoir un ami ici qui est un grand fournisseur en IRM. Donc, on peut l'utiliser. On n'en abuse pas parce que c'est dangereux aussi de faire trop d'IRM. Mais par contre, il a mis à disposition des étudiants de recherche, 3 universités et d'une école de recherche privée ici, l'information aux étudiants. Donc, on voit beaucoup de choses intéressantes. Donc, à l'INA, vous proposez aussi l'hypnose. C'est une des matières que vous proposez. Alors ça, c'est une formation à part. Je ne la lis pas obligatoirement avec la formation de coach. C'est une aptitude que j'aimais enseigner. Je la propose de moins en moins parce que j'ai très peu le temps. Et puis j'ai une formation online qui est pas mal. Quand tu dis la formation online, c'est sur ton site davidlefrançois.com. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut pas le dire. Si tu veux, j'ai tourné plusieurs formations que j'ai faites en hypnose. Je les ai compilées pour que ça puisse être accessible à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, compte tenu de toutes mes activités, de pouvoir maintenir et préserver cette formation d'hypnose. J'ai beaucoup de demandes, hein, mais j'ai du mal à le faire. On peut pas tout faire. Ça intéresse, hein, moi, je l'ai commencé, mais c'est vrai que comme j'ai commencé d'autres choses, je vais essayer de finir déjà. Puis bon, je fais partie de la tribu high level là, donc il y a là Ah, aussi. ça demande beaucoup d'implication à l'IVOL. Surtout que tu as un mois pour mettre en place les choses et que parfois, c'est un mois, ça passe très vite. Ouais, T'as remarqué? non, faut faire, ouais, ouais, non, non, puis c'est comme je t'avais dit, hein, c'est vrai que faut le temps aussi enfin, de l'écouter, hein, de l'intégrer, de le réécouter, parce qu'il y a des choses quand même sur lesquelles c'est intéressant de revenir pour que le travail aussi se fasse petit à petit. Et donc voilà, bon, pour ceux que ça, bah, high level, c'est une fois par an. C'est ça. Donc pour ceux qui sont pas dans la tribu là, bah, ça sera donc pour l'année prochaine. Donc, j'encourage ceux que ça intéresse à embarquer parce que bon, c'est chaud peut-être quand même, mais ça vaut le coup. C'est chaud, peut-être. T'as raison. Donc, toi, c'est vrai que t'es j'aime bien dire que t'es un performeur dans la journée parce que tu dors pas énormément. Non. Quand c'est un sujet sur lequel je crois que tu travailles. Tu sais, la vérité, j'aimerais bien dormir plus, hein, en vrai. Moi, ça me plairait bien. Mais en même temps, ça m'a aussi permis de faire pas mal de choses. Je crois aussi que ça a aussi eu des conséquences et des impacts aussi sur ma dimension physique. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire du sport. Parfois, mon corps, il récupère un petit peu moins parce que j'ai moins d'heures de sommeil. Donc, ça, c'est une évidence aussi. Mais j'essaye d'avoir des journées bien remplies. Le sentiment d'avoir bien profité de la journée quand elle est bien remplie, c'est ça ou... Oui, puis après moi, tu sais, j'ai une vie avec des enfants, de la belle famille, tout ça, à l'étranger. Et j'ai envie d'en profiter aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire que les moments où je dois performer, il faut que je performe. Et le moment où je dois partager avec les personnes que j'aime, bah, je le prends, tu vois. Et je le fais plutôt pas mal. Donc, j'essaye d'être présent. C'est important ce que tu dis, ouais, parce que bah, moi j'en ai 3 enfants, je suis en garde alternée, donc c'est vrai que quand je suis avec les enfants, L'organisation que bah, ça il faut que demande. je sois à 100% dispo. Bah, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand tu fais bien la séparation, tu es beaucoup plus disponible pour ces moments-là, et inversement, quand tu es au boulot, du coup, tu es beaucoup plus dispo. C'est-à-dire que ça m'empêche pas, voilà, comme aujourd'hui, c'est la grève nationale, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un peu, euh, c'est un peu le Uber, là, tu vois, tu fais quand même des allers-retours en même temps que t'es en mode hybride, quoi.
Ouais, Mais, c'est ça. mais en même temps, c'est vrai que j'ai remarqué que ça soit pour la lecture ou des moments vraiment très simples, parfois, des moments où on se pose, ou le repas, quand tu es 100% dispo et que tu partages ça, bah, c'est OK pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que même pour les enfants, c'est beaucoup plus facile d'accepter, ou les conjoints, c'est beaucoup plus facile d'accepter quand tu es réellement disponible. Quand tu es toujours un petit peu à moitié sur le boulot, et quand tu es au boulot, tu es à moitié sur la vie. Bon, à un moment, t'es pas 100% dispo, les gens le ressentent et la qualité de la relation, Bien sûr. elle Tu sais, impacte. moi, je vais te dire, j'ai observé, aujourd'hui, c'est une fête importante en Israël, c'est les fêtes de Purim, fête religieuse, mais c'est une fête religieuse qui n'est pas un Yom Tov. Un Yom Tov, c'est comme un Shabbat. D'accord? Donc, logiquement, pendant Shabbat, tu éteins ton téléphone, tu éteins ton ordinateur, t'es pas sur tes réseaux sociaux, tu éteins la télé, et tu es pleinement présent et présent à toi-même parce qu'il y a beaucoup de moments de prière, et puis présent aux personnes que tu aimes. Tu fais un grand repas tous les vendredis soirs, nous c'est Noël, hein, mais très grande table avec la famille, on partage, on échange. Un coup on est chez l'un, un coup on est chez l'autre. Et pendant 24 heures, on est déconnecté de tout ça, de tout le monde matériel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une chose qui est essentielle. Mais regarde, aujourd'hui, on était pendant les fêtes de Purim, comme c'est pas un Yom Tov, c'est-à-dire comme c'est pas une obligation de déposer le téléphone, eh ben, on avait beau être ensemble, entre les gamins qui étaient sur leur téléphone, ou même moi qui étais sollicité, je me dis, bon, finalement, c'est pas la même expérience, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est aussi un jour de fête. Mais on n'a pas la même présence que bon, quand t'as pas accès à tout ça, tout simplement. Et ça change tout, en fait, en vrai. Et j'aime bien ça. T'es un adepte aussi de la marche tranquille avec je crois que c'est des chiennes, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Alors ça, pour moi, c'est important parce que d'abord, c'est les amours de ma vie et que je ne souhaite pas que mes chiennes aient une vie de chien. Ouais, si je suis clair quand je dis ça. Balade ma chienne Bon, tous les matins à la plage, donc tu vois, enfin, voilà. Ok, donc tu comprends. c'est mon On rituel, est tu vois. exactement. Pour moi, c'est profondément important parce que j'ai besoin de ces moments-là. C'est aussi un moment de ressourcement. Donc, alors parfois, ça peut être, tu vois, bon, je les promène plusieurs fois par jour, hein. Je les sors au moins 3 fois. La première fois, je peux éventuellement être avec elle et être au téléphone, mais il y a un moment dans la journée où je serai que avec elle. Et c'est un moment aussi pour moi de faire un sas entre la vie professionnelle ou le focus que j'avais, parfois un peu de stress. Voilà, ça me fait du bien. Et puis de les voir joyeuses et Ah, bah, s'amuser avec moi, ça c'est me les rend moments de heureux. la famille, hein. Ouais, c'est ça. T'as raison, Donc quand on dit aux potes, il faut que je rentre là parce que j'ai mes filles, et que tu regardes, c'est pas des filles, c'est des chiennes. Non, non, c'est mes filles. C'est mes filles. Bon, en tout cas, je te remercie. Et là, je voulais juste aussi avoir une petite astuce. Alors ça, c'est le coach qui parle, mais je sais que toi, tu as mis en place une formation, notamment pour créer sa propre entreprise. Il y a aussi un autre module qui existe, qui est plus axé sur la stratégie marketing pour ce volet-là. C'est bien, il y a le soleil qui arrive. Ça fait beau. La Rochelle, c'est ça, hein. Et je voulais aussi avoir ton retour par rapport à ça, parce je croise beaucoup de coachs qui ont quitté l'école, qui ont fait des écoles qui n'ont pas forcément eu un volet sur la création d'entreprise, et du coup, qui se retrouvent un petit peu comme ça, livrés à eux-mêmes, pas forcément, parce que ce que j'ai aimé dans ce que tu proposais là, dans cette formation, c'est que tu insistais sur le fait que la création d'entreprise, c'est vraiment, ça doit être maturé, c'est une vraie réflexion qu'il doit y avoir. Et souvent, le constat que je fais quand je croise d'autres coachs, c'est que voilà, la formation, c'est OK, mais quand ils sortent comme ça et qu'ils veulent se mettre à leur compte, alors là, Ils n'ont qu'une stratégie. ouais, c'est le grand vide. Écoute, c'est intéressant. Tiens, il y a 1 an et demi, c'était à la Défense. Il y avait un grand colloque RH où j'ai donné une conférence. Il y avait un type qui m'a posé la question, qui m'a dit pour vous, c'est quoi un grand coach? Et j'arrive, vous savez, un grand coach, c'est d'abord quelqu'un qui a des clients.
il y avait un confrère, peut-être même en deux mots, qui était à côté de moi, Je sentais l'allusion qui là. a, qui a dit je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision mercantile. J'ai dit c'est normal, parce qu'en fait, la plupart des personnes qui ne sont pas d'accord n'ont pas de clients. Maintenant, je vais vous dire une chose, et je le crois profondément. Si tu es capable d'avoir une activité commerciale qui tient la route, ok, tu es capable de savoir à un moment donné, d'avoir l'éthique pour savoir ce que tu dois prendre ou ne pas prendre dans ton business. Les personnes qui n'ont pas de clients, elles peuvent très facilement prendre des missions pour lesquelles elles ne sont pas calibrées. Extrêmement facilement. Et là, ça pose un super problème pour moi. Parce qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans ce phénomène-là, tu peux être sûr d'une chose, c'est que, bah, entre guillemets, c'est mort. Ça veut dire que tu vas faire des compromis avec toi-même et tu vas accepter parfois des situations qui peuvent être parfois des situations pathologiques ou un peu borderline. Et là, en fait, tu es en train de tromper ton client, en fait, en vrai. Donc, je sais, moi, je vois dans ce monde-là, il y a tellement des gens qui disent non, mais vous faites de l'argent. C'est comme si on vit dans un monde qui est devenu dingue. C'est-à-dire que tu vends des prestations et oui, il faut surtout pas que tu gagnes bien ta vie, quoi. Tu vois, c'est assez flippant parce qu'en fait, ces personnes-là, d'abord, elles s'étouffent dans leur vision. Elles s'étouffent dans leur vision en ce sens où tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'elles n'auront jamais de réussite, financière en tout cas, entrepreneuriale encore moins, et, euh, et que si tu te lances dans le business du coaching, il faut que tu considères que c'est une entreprise et qu'une entreprise, elle se doit de se développer, elle se doit de comprendre, elle se doit d'avoir assez d'argent pour investir, et que si une entreprise, ça peut être aussi à terme une source de revenus pour d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, il y a plus de 35 personnes qui satellisent autour de ma société, de mes sociétés. Je fais vivre chaque mois 35 personnes. C'est beau, quoi, tu vois. Moi, c'est un petit truc, tu vois, mais je trouve ça chouette, tu vois. C'est-à-dire qu'on crée de la richesse. Il y a des personnes, j'ai des formateurs qui bossent avec moi, qui peuvent nourrir, j'allais dire nourrir leurs gosses, mais plus que ça, c'est-à-dire leur payer des études et leur offrir un avenir parce qu'on a réussi à bosser ensemble, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'en France, dès que tu réussis, ah, mais t'es un mec, on a envie de te buter, quoi, tu vois, c'est Alors, compliqué, c'est compliqué. Alors après, on se plaint que les gens, ils quittent la France, alors ça, mais, bon. Je savais qu'on allait démarrer sur le sujet, mais en fait, bon, alors il y a deux choses qui sont vraiment très intéressantes dans ce que tu dis. C'est le fait que les métiers de l'accompagnement, souvent, on a l'impression que c'est incompatible avec le fait de bien gagner sa vie. tu peux très bien gagner ta vie, tu peux très bien gagner ta vie. Après c'est à toi d'avoir ton marketing. C'est intéressant quand même, parce que moi, je forme des coachs tous les ans. Donc, je vois des coachs qui sortent de là, il y en a qui vont gagner 2 000 € par mois, et il y en a qui vont gagner, avec la même formation, 20 000 € par mois. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, sinon, si n'est que, ben, il y en a un qui a décidé de se proposer à d'autres personnes, il y en a un qui a eu l'idée de se dire, bah, tiens, je vais toucher tel type de clientèle plutôt qu'une autre. Il y en a un qui a simplement décidé d'avoir aussi une stratégie financière. Et puis, il y en a qui ont des actions commerciales et puis d'autres qui ne les font pas. Voilà. Donc, c'est aussi ça la réussite. C'est la libre entreprise. On est dans une libre entreprise. Donc, parfois, les personnes avec les mêmes ressources peuvent construire des réussites complètement différentes. Et ça, par contre, ça me fascine, tu vois, Le rapport à l'argent, pour toi, ça peut être lié aussi, c'est-à-dire est-ce que il y a des gens évidemment. qui s'auto limitent, j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément. Est-ce que ça peut être lié à un environnement? Est-ce que En tout cas, je vais te dire un truc, c'est le fruit de 53 ans d'observation. Dis-moi. Alors, t'as pas 53 ans de conscience, mais 53 ans d'observation. C'est que les personnes qui vont jalouser les autres pour leur réussite financière sont des personnes qui se condamnent, et je dis bien vraiment le mot, qui se condamnent à échouer toute une vie. Donc il y a bien un rapport à l'argent qui est là-dedans, quoi, tu vois. C'est le principe. Et parfois, il y a des gens qui sont brillants, qui vont passer leur temps à critiquer les autres, à critiquer ce que tu fais, à essayer de voir ce que tu fais de pas bien, et critiquer le fait que tu gagnes de l'argent, alors que, en fait, au fond, on sait très bien, et je sais très bien, que leur rêve ultime, c'est d'être à ma place. Je le sais, je C'est le sais. c'est souvent ce que je vois avec le loto, c'est qu'il y a toujours autant de gens qui cherchent
à gagner au loto. Donc, je me dis, si vraiment l'argent était un problème, pourquoi il y a autant de gens qui tentent l'affaire? On a tous envie, mais on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir la possibilité de créer son entreprise pour pas grand-chose. C'est vrai, ça coûte pas grand-chose de monter une entreprise en France. Et ça, il faut aussi remarquer qu'il y a des choses qui sont simplifiées en France pour pouvoir te lancer. Je crois que c'est la responsabilité des personnes qui forment au coaching aujourd'hui de dire à leurs clients, le métier, c'est pas simplement être compétent dans ton domaine, c'est aussi apprendre à le développer. Et ça, c'est important de le rappeler parce que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'organisme de formation d'être d'être vrai avec cette idée-là. Tu vois, de se dire, ton métier, c'est pas simplement les compétences techniques pour lesquelles on va te payer. Ton métier, c'est aussi d'apprendre à te faire connaître et t'assurer que le plus grand nombre a accès à ta compétence, en fait. Est-ce que dans Anina, vous proposez ce volet un petit peu de développement en activité Obligatoire. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, après certification, ils vont avoir plusieurs choses, mais mes clients vont avoir plusieurs choses. La première, il y a un truc qui s'appelle l'aventure master, ok, dans laquelle ils vont avoir une formation master en neurosciences. Alors, master dans le sens masterisé, hein, pas dans le sens master universitaire. Là, ils vont avoir du millimétrique. Voilà. On rentre vraiment dans le mode de fonctionnement profond du cerveau. Après, moi, j'ai des supervisions avec elles, avec ces personnes-là, où je les ai à peu près une fois toutes les 2 semaines. Et je passe 2 heures avec eux à peu près, où je leur explique le mode de fonctionnement du cerveau sur un thème spécifique. Là, par exemple, en ce moment, le thème qui avait été pris par l'équipe en place, c'était l'anxiété. Là, on regardait vraiment les différents types d'anxiété, comment ça marchait, quel type de partie du cerveau ça peut engager, dans quelle partie de l'amygdale. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et il y a tout un volet sur développer son business. Moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle le MAC, méthode d'administration d'activité de coach. Avec, ils ont des lettres de vente, ils ont des choses comme ça, comment faire du réseautage. Et puis, en plus de ça, ils ont la possibilité d'intégrer la Neuro Business School gratuitement. Et la Neuro Business School, c'est une école que je suis montée avec Yannick Alain, mon pote. qu'on Et salue? voilà, on salue, on embrasse bien fort le gâté. Et là, ils sont accompagnés pendant plus d'1 an et demi sur comment développer son business. Donc, quoi qu'il arrive, moi, c'est intégré au cursus, quoi, tu vois. J'ai eu la chance d'intégrer la NBS et donc d'avoir Charles, on salue aussi, qui m'a accompagné et qui a justement passé un master chez toi. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Hein, j'allais dire c'est gagnant pour tout le monde parce que Bien ça sûr. permet aussi d'avoir cette première expérience. Et je pense que c'est vraiment un plus dans une formation comme la NBS d'avoir des coachs qui peuvent nous suivre. Ça, c'est vraiment Qui te soutiennent dans ton projet, c'est important. Ouais, c'est important. super initiative. Et la Merci. LBS, je mettrai le lien très, très, très bien aussi comme formation. Ouais, c'est top, c'est top. Voilà. Et très, en plus, il y a une dimension que je trouve très sympa. Enfin, là, il y a un week-end tous les ans qui est une ambiance vraiment super, super ambiance. Et puis, il y a des belles rencontres. Enfin, voilà, j'ai trouvé que Les personnes qui sont là, elles partagent les mêmes valeurs, en tout cas. voilà, C'est-à-dire un sens profond d'avoir envie de faire du business, mais avec éthique, avec les valeurs dont on parlait tout à l'heure. On a fait la boucle sur les valeurs, parce que on peut et on se doit de faire notre business avec éthique. Tu vois, par exemple, moi, y a pas, je dis à chaque personne qui suit ma formation de coach, OK, va venir me voir au premier, même au deuxième séminaire. Dis-moi, je suis pas à ma place, je te rembourse immédiatement. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois depuis, Depuis la création, on a formé plus de 4000 personnes maintenant, dans un bassin francophone, mais mondial. Mondial, parce qu'on touche maintenant 32 pays avec la formation de coach. c'est beau, C'est hein. plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Un beau parcours. Dis-moi, est-ce que tu as je t'avais demandé si tu étais OK pour nous conseiller mais je sais que tu lis beaucoup.
Des livres que tu aimerais nous partager, des livres, que ça soit pro ou perso, hein, des choses qui t'inspirent ou sur lesquelles tu as eu vraiment un coup de cœur. Et il y en a plein. Le problème, c'est que parfois, c'est une partie du livre qui est intéressante, tu vois. Mais là, j'ai une bibliothèque énorme. Moi, il y a un livre d'abord que je vais recommander à tout le monde. Voilà. Il y a un livre qui est à côté de moi, tombe bien, c'est celui-là. Tu vois? Alors, j'aime Nestor, Respirer. Voilà. Ça, c'est un bouquin que vous devez tout savoir. Ça t'explique tout sur la respiration. Et cette respiration, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que on a tendance à respirer plus par la bouche que par le nez. Et que tous les systèmes de maladies, tous les systèmes de maladies chroniques, tous les systèmes inflammatoires, et Dieu sait qu'ils se multiplient. Et aujourd'hui, on sait notamment une grande partie des maladies neurodégénératrices sont liées au fait que les personnes respirent beaucoup plus par la bouche que par le nez. Et donc, ce livre met tout à d'écart. Il y a un deuxième bouquin que j'adore, c'est celui-ci. Voilà. C'est Jesse Inchospé. Je ne sais pas comment on dit Inchospé. C'est Glucose Révolution. Tout le monde doit lire ce livre. Alors, Tout le le titre, monde doit lire ce livre. excuse-moi, le titre, c'est quoi? Glucose Révolution. Faites votre glucose révolution. Ah, Voilà. C'est chez Robert Laffont. C'est franchement un super livre. Vous n'aurez plus jamais le même rapport au sucre de ouais, votre vie. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec un professeur qui est docteur, qui s'appelle docteur David Perlmutter, l'américain, ce qui est aussi un Français qui s'appelle David Perlmutter, qui est bien, qui est très très bien aussi, qui est très très fort, mais ils ne sont pas sur la même sphère. Et tous les bouquins de David Perlmutter sur le cerveau, et notamment tout ce qui va être lié, c'est le plus grand spécialiste mondial du système entérique. Voilà, ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Et tous ces bouquins sont un régal. Après, après, moi, ce que j'aime, c'est prendre des études, les malaxer un petit peu, regarder, extraire ce qu'on peut faire, et puis après, je fais des apports. ouais, Mais quand c'est des apports un peu pointus techniques, je les fais dans le sein de mon institut. Et quand c'est accessible, ou quand j'arrive à le diluer un peu plus, je le mets sur ma chaîne. ouais. Si tu veux bien, je fais juste la parenthèse aussi par rapport à la formation que tu proposes de cerveau en pleine forme. Enfin, je fais la pub parce que je t'avais dit, ça aussi, ça envoie. Alors, c'est compliqué parce que tu abordes, je fais la parenthèse par rapport à ça, là, au glucose. Tu abordes des habitudes alimentaires qu'on peut avoir et sur lesquelles il faut un petit peu faire un constat, un bilan, j'allais dire. Puis un Et, petit reset après. Sur ça. et le sucre, on voit à quel point c'est quand même pas évident. Alors, on parlait des enfants, en plus, souvent la- l'habitude d'avoir du sucre dans nos rapports aussi, parce qu'il y a l'alimentation pour s'alimenter, mais il y a l'alimentation récompense. Enfin, Bien sûr. il y a plein d'aspects, et le sucre s'invite. On offre rarement un avocat à un enfant pour le C'est ça. récompenser. Mm. C'est ça. Donc, on voit que le sucre, il s'est invité sur plein d'événements, sur plein de choses, même au Il quotidien. fait partie de notre relation humaine. Le sucre, il est vraiment partout. Mais maintenant, il est trop partout. Voilà. Et on voit Avec que les conséquences que ça va. Tu sais, quand même, Alzheimer, il faut quand même préciser qu'Alzheimer, une grande partie des scientifiques l'appellent le diabète de type 3. C'est pas un hasard quand même. une grosse addiction au sucre. Donc, voilà, ça, c'est un sujet, écoute, à l'occasion, hein, on se fera un gros On sujet peut se faire là-dessus quand tu aussi. veux, mais il faut faire sa glucose révolution. Ouais, Et tu vois, c'est pour ça qu'aussi je lis le bouquin de cette femme. Ce livre est extrêmement bien fait. C'est rare quand je dis le. Tu vois, par exemple, le livre de Nestor, il est bien fait parce qu'il y a de la recherche dessus et que ces recherches sont faites et sont bien documentées. Mais elle aussi, tout ce qu'elle apprend, elle aborde, c'est la compréhension de tout ça. Et après, c'est une fois encore, elle va nous apprendre la logique de séquence. On en revient là. Tu vois, même dans la nourriture, l'alimentation, c'est de se dire, bah, il y a des moments pour manger quelque chose, il y a des moments où il ne faut pas le manger. Le même aliment, tu vas le manger à une heure différente, tu vas avoir un pic de glycémie, par exemple. Et ça devient intéressant parce qu'une fois encore, on peut avoir des réactions, on peut avoir des modes de fonctionnement sans obligatoirement se séparer de ce que l'on aime, tu vois. Et ça, je trouve ça sympa. est-ce que tu as encore un petit bouquin ou Écoute, est-ce que j'ai encore un petit bouquin là-dedans? Ah, moi j'ai un bouquin que j'ai bien aimé ces derniers temps. J'ai surtout ceux qui sont à côté de moi. C'est la méthode Wim Hof. Voilà, les bains de glace.
Faites, faites, faites intégrer dans votre vie, vraiment intégrer dans votre vie les douches glacées et si vous pouvez les bains de glace. Pour un tas de raisons, ça fait redescendre vraiment tout le système inflammatoire, ça booste le système immunitaire, ça augmente la testostérone. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Et voilà, son livre, il est pas mal fait. Après, il parle aussi de respiration et de gestion du stress. Je trouvais moins intéressant la partie gestion du stress. Sa partie respiration, vous en aurez beaucoup plus dans le livre de Respirer. Mais toute la partie qu'il explique sur la thérapie par le froid, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et ici, à l'université de Bar-Ilan, il y a toute une équipe qui a bossé notamment sur les théories et qui a travaillé avec ce monsieur pour faire des analyses de fond sur le froid. Et certaines pathologies, ils ont des résultats hallucinants. Voilà, Bah, hallucinants. Voilà. bah, Merci, la Bar-Ilan. transition qu'on peut faire, c'est quoi? C'est finir sa douche à l'eau froide parce que Toujours. direct. Ah non, non, toujours. En fait, tu prends ta douche et tu termines par 2 3 minutes d'eau froide. Le glacé, si possible. Mais faut jamais commencer direct. Parce que vous ne le ferez pas. OK? Et ça met dans un état de stress Ouais. plus qu'autre chose. Il faut commencer par de l'eau un peu froide, puis froide. On va commencer par 1 minute. Après, il faut y aller doucement. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, si tu passes à peu près 11 minutes dans un bain glacé par semaine, ça change tout ton rapport immunitaire. Vraiment, ta structure immunitaire n'est plus la même du tout. Donc voilà, ça c'est un bouquin que je pourrais vous conseiller. Après, j'ai pas des bouquins qui m'ont. Ouais. Bon, après, Je lis un livre par semaine, hein, donc tu vas te dire que j'en ai beaucoup. Beaucoup de livres sur le cerveau ne parlent pas assez du cerveau. Voilà. Ah si, il y a un livre, c'est Il Chili, qui est pas mal. Euh, je l'ai pas là. ah, tu m'enverras la référence, je le Je rajouterai t'enverrai la référence. dans la Je t'enverrai, description. il est pas mal. En tout cas, je te remercie mille fois pour ce moment passé ensemble. Avec grand plaisir. C'était Grand, grand vraiment plaisir. chouette. J'ai pas osé te brancher sur le jeûne intermittent parce que je pense qu'on y serait encore dans 1 heure. Je sais que tu es un passionné aussi Je suis un passionné de ça, je le fais tous les jours. Et moi, ça a changé ma vie. Voilà, ça a changé ma vie. Ça a changé aussi mon rapport au sucre. Ça aussi qui est intéressant. C'est que comme tu as, un rapport à l'insuline qui est très différent, ce que je- moi, j'ai toujours été une gueule sucrée. Tu parlais justement de cette éducation au sucre. Ma mère, quand elle voulait nous montrer qu'elle nous aimait, elle nous achetait des bonbons. Ma grand-mère aussi. Donc, tu vois, on a fait cette association. Tu reçois une marque d'attention positive avec une sucrerie. Donc, euh, donc voilà, j'ai grandi avec ça. Et le jeûne intermittent m'a permis vraiment de changer ce rapport-là et me permettre d'avoir un style de vie qui est complètement différent. Mm. Bon, bah, on en reparlera dans un prochain épisode alors. On a beaucoup de choses à parler, hein. Quand tu veux. Quand tu veux, ce sera avec grand plaisir. Bon, un grand Marc. merci, David. Et Avec plaisir, puis, Marc. à une prochaine fois. Et Et encore un bon rétablissement, hein, parce que écoute, ça va aller. Ouais, j'ai encore 2 semaines un petit peu de galère et après, je pense qu'on peut reprendre le sport, donc ça ira mieux. Ça marche? une fois merci. À bientôt, David. Prends bien soin de toi. À bientôt, Marc. Bye.